Bien, donc nous voici arrivés à la toute dernière heure de cette année de cours et de séminaire. Et pour clore en beauté cette année de cours et de séminaire, je suis vraiment très très heureux d'accueillir ou de réaccueillir en quelque sorte, mais de l'autre côté de la tribune, Déborah Boukky, que certains d'entre vous peut-être connaissent au moins pour l'avoir vue ici l'an dernier, puisque Déborah était l'an dernier ma collaboratrice à la chaire de littérature comparée. Mais Déborah est aussi actuellement une enseignante chercheuse confirmée. Elle est maîtresse de conférences en art du spectacle à l'université de Lorraine à Metz. Après avoir, elle est agrégée de lettres classiques, c'est une antiquisante, mais aussi une spécialiste du théâtre, une spécialiste d'anthropologie religieuse, spécialiste du théâtre contemporain, et son œuvre et son travail est à la frontière de l'anthropologie, des arts du spectacle, du théâtre, de la danse et des études classiques. Comment mettre tout cela ensemble, hein, vous allez me dire. C'est ce qu'elle va peut-être vous expliquer, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a soutenu l'an dernier une très belle thèse, dont j'étais le directeur de thèse, je dois dire, le co-directeur en tout cas, Le divin au théâtre, expériences antiques et contemporaines, une thèse qui sera bientôt soutenue, et elle a écrit, qui sera bientôt publiée la thèse, mais elle a publié, Déborah, de nombreux articles sur les représentations du cosmique, de l'invisible dans les tragédies antiques, dans le théâtre contemporain, et le rôle que joue ce cosmique antique dans la réflexion écologique contemporaine, ce qui n'est pas sans écho avec ce qu'on disait, je pense, sur le mythe taïno, puisqu'elle a beaucoup parlé sur le mythe de Gaïa, par exemple, utilisé par le philosophe Bruno Latour. Mais si j'ai demandé à Déborah Boukky de venir ici, c'est parce que, donc, en tant que spécialiste du théâtre, c'est une spécialiste des mises en scène, et une vraie question qu'on se pose lorsqu'on travaille sur la lecture et sur l'interprétation, c'est dans quelle mesure une mise en scène est-elle une interprétation d'une œuvre, une interprétation d'un texte? Est-ce que l'analogie fonctionne de ce point de vue, comme peut-être on pourrait le penser a priori? Et c'est la question que j'ai, mais tout franchement et tout candidement posée à Déborah, d'où le titre, hein, voilà, de cette intervention, de cette conférence de Déborah Boukky, mettre en scène, interpréter, point d'interrogation. Donc merci Déborah de venir clore ce séminaire avec cette belle question. Merci beaucoup, cher William, pour cette invitation. Je suis ravie de participer à votre séminaire, auquel j'avais participé, vous le rappelez, mais d'une toute autre manière l'année dernière, depuis les coulisses, si je puis dire, en tant qu'assistante. Vous m'avez invité à réfléchir à la mise en scène comme interprétation, à partir des objets de ma thèse, qui portaient sur l'expérience du divin au théâtre, dans la tragédie grecque et dans des formes scéniques contemporaines. Je reprendrai de ma thèse l'analyse de trois formes scéniques. Trois formes scéniques qui ont pour point commun de donner une place importante à l'invisible. Le théâtre d'inspiration chrétienne du metteur en scène italien Romeo Castellucci, la tragédie grecque, je parlerai en particulier de l'Agamemnon d'Échille, et une performance chorégraphique contemporaine brésilienne jouée sur la scène européenne. J'entends ici par invisible à la fois ce qu'on ne voit pas habituellement et ce dont l'apparition peut faire événement, de façon plus ou moins spectaculaire. Ainsi, dans chaque cas que j'aborderai, Dieu, les dieux et des esprits. Ces trois formes, vous le voyez, appartiennent à des sociétés différentes. Elles correspondent à trois façons de rendre visible l'invisible. Trois façons donc de l'interpréter. Chacune s'inscrit différemment, effectivement dans un monde de référence, dans un cadre cosmologique particulier. Mais ces mises en scène ne reproduisent pas, elles ne copient pas simplement les formes de l'invisible du monde extra-théâtral qui leur servent de cadre. On verra qu'elles sont aussi trois façons de déformer, à des degrés différents, des interprétations préexistantes, de se réapproprier des mythologies. Trois façons singulières aussi de générer de l'invisible.
D'où la forme interrogative du titre de mon intervention. À partir de cette question de l'invisible, je me demanderai avec vous en quel sens mettre en scène c'est interpréter. Est-ce clarifier ou fabriquer de l'invisible? Est-ce le révéler ou le réagencer? Les trois formes que j'ai choisies, si elles relèvent d'esthétique et de cosmologie différentes, elles ont en commun de reconnaître aux invisibles un mode d'existence, de prendre l'invisible au sérieux, je dirais. Et je dirais qu'à ce titre, elles démodernisent, à des degrés différents encore, notre regard. Dans ces théâtres, en effet, les êtres invisibles ne sont pas des personnages complètement inventés, ils ne sont pas réductibles à des êtres de fiction, quoiqu'ils s'inscrivent dans une action dramatique, dans un enchaînement choisi d'événements, dans une histoire inventée qui leur donne aussi leur propriété. Ils ne sont pas non plus de simples allégories, des métaphores, des figures cristallisant des idées abstraites. Ils sont des êtres particuliers, issus de la reprise théâtrale de réalités religieuses et mythiques préexistantes. À rebours d'une histoire linéaire et exclusivement littéraire du théâtre, nous naviguerons entre l'antique et le contemporain, entre le texte et la performance vivante. Je peux me permettre ces allers-retours, cher William, car le public de votre cours est habitué au voyage de la comparaison. Premier cas. Mettre en scène le divin, réinterpréter les mythes d'origine des modernes. Alors que le public n'est pas encore installé, une machine sur la scène se met en marche. Nous voici dans le monde de Romeo Castellucci. Il s'agit ici de l'une de ses dernières créations, intitulée Bros, donc, qui est le diminutif du mot anglais brothers, frères. Elle a été jouée en 2021 et créée pendant la période du Covid. La lumière baisse, le silence s'installe dans la salle. Deuxième commencement. Arrive sur la scène un prophète qui prêche en langue étrangère, seul, inquiet, face au public. Des documents annexes ont été distribués au moment d'entrer dans la salle, et si on les a lus, on comprend que ce prophète est Jérémie. Sur l'un de ces documents, en effet, sont retranscrits des passages du livre de Jérémie dans la Bible. Le public est ostensiblement mis dans la position de l'exégète. On est tout de suite invité à interpréter les images scéniques, à en décoder les signes. Ces deux entités qui se succèdent, la machine moderne et le prophète, ces deux commencements de la performance, d'emblée annoncent, depuis le futur comme depuis le passé, un événement indéchiffrable. Elles évoquent le spectre d'une transcendance atemporelle, anhistorique, située en dehors du monde scénique. La scène du prophète transpose en images l'histoire de Jérémie. Dans le texte biblique, Jérémie annonce une vérité qui ne peut être entendue. Le livre de Jérémie est aussi connu pour thématiser la question de l'intériorisation de la loi divine. Le fait que le commandement de Dieu, extérieur à soi, se transforme en une aspiration personnelle venue du cœur. C'est effectivement ce thème de ce qui nous pousse à respecter spontanément la loi que la performance va gloser et interpréter, et qui est clairement annoncé dans le descriptif du spectacle. Dans la performance de Castellucci, cependant, on ne sait plus bien à la fin si ce commandement est d'origine divine ou humaine, s'il est religieux ou tyrannique. Se succéderont ensuite sur la scène différents tableaux vivants, qui apparaissent et disparaissent, à cour et à jardin simultanément. D'un côté est rejouée une scène d'adoration, de façon symbolique. De l'autre côté, sont reproduites de grandes peintures européennes. Des hommes en costume de policiers américains se regroupent. Ils font communauté autour de différentes idoles. Des corps, mais aussi des artefacts, qui se substituent au corps du premier prophète et figurent sa persistance, par-delà sa disparition. Quelques images de ces peintures reproduites sur la scène. Ici, le sermon des Horaces de Jacques-Louis David. Vous reconnaissez. La mort de Socrate. Donc, c'est le prophète Jérémie qui devient ici, qui joue le rôle ensuite de Socrate, de Jacques-Louis David toujours, et puis une autre peinture célèbre, la leçon d'anatomie de Rembrandt.
Un mot sur les costumes de policiers. Ils rappellent les films muets comiques de Buster Keaton, une des références qui a servi à la création du spectacle. D'ailleurs, les acteurs ne parlent pas. Ce théâtre n'est pas pour autant exclusivement visuel, la musique y joue un rôle essentiel et interagit avec les images. Mais c'est sur les tableaux vivants que je me concentrerai ici. Les différents tableaux qui apparaissent et disparaissent continuellement réfèrent aux mondes anciens, grecs, romains, égyptiens, bibliques, chrétiens, au monde moderne et au monde contemporain. En se déroulant les uns après les autres et les uns avec les autres, ils décrivent une sorte d'histoire religieuse, esthétique et politique de l'Europe, à la fois linéaire et cyclique. Il semble en effet qu'on avance dans le temps. On passe de la figure de Jérémie à celle de Socrate, puis à ce qui semble être le Christ, figuré par le corps nu, puis revêtu de blanc d'un acteur, jusqu'aux grandes peintures modernes et à des photographies contemporaines de figures connues ou de choses communes érigées en idoles. À partir de la figure du prophète Jérémie, se déploie donc un discours sur les origines de la force de l'ordre, dont le personnage collectif des forces de l'ordre policière est bien sûr le symbole. Cette glose, qui prend appui sur le texte biblique, prend la forme d'une anthropologie historique des fondements religieux des dispositifs d'organisation sociale. Mais la transposition vivante des tableaux modernes à sujet antique, ainsi que la répétition de la scène d'adoration, brouille cette ligne temporelle. Et par-delà la succession des images et la transformation des signes, le même schéma se répète, à savoir le regroupement spontané et machinal d'une communauté autour d'une entité vénérée, humaine ou non humaine, ainsi que la violence intrinsèque à l'organisation de cette communauté rigide qui détruit son idole avant d'en vénérer une autre. Une violence que le formalisme gestuel des personnages masculins ainsi que le costume de policier à la fois dramatise et ridiculise. L'histoire progressivement est déshistoricisée. Même l'enfant, ultime figure du prophète, ultime figure christique plutôt, qui apparaît à la fin, ne semble pas rompre l'implacable mécanique de l'idolâtrie. Mais l'image scénique finale est assez énigmatique pour laisser l'interprétation ouverte. Le regroupement autour de l'idole se répète en tout cas de façon tragique. Et il y a bien quelque chose de la répétition tragique du théâtre de Samuel Beckett, dont une photographie apparaît au cours de la performance. Citation ironique qui indique de quel prophète Castellucci suit l'enseignement. Une parenthèse ici, le dispositif reprend en fait celui du clip d'une chanson du groupe de rock Joy Division, clip réalisé par le photographe Anton Corbijn en 1988, en hommage au chanteur du groupe qui est représenté ici sur la photographie, Ian Curtis, qui s'était suicidé. Mais à la différence de l'interprétation que Beckett donne de l'invisible dans En attendant Godot, le ciel chez Castellucci n'est pas vide. On l'a vu, les premières scènes figurent la présence d'une transcendance. Ce qui se rejoue ensuite continuellement dans les tableaux mis en scène, c'est l'immanentisation, la présentification de cette transcendance. Dans Brose, cependant, cette révélation repose sur une sorte de perversion du processus d'immanentisation chrétien. La présentification de Dieu est comme toujours manquée. Le divin que sont censées révéler les images se subsume en effet chaque fois sous une image fixe et tyrannique. Chez Castellucci, le tragique réside donc non pas dans l'absence de Dieu ou dans la solitude de l'humanité, il réside dans le pouvoir d'une figure, humaine ou non, qui, dédivinisée, sécularisée, non interprétée, ne présentifie plus Dieu et devient tyrannique. Le tragique réside donc dans la confusion, avec l'intériorisation de la loi, entre transcendance divine et toute puissance humaine. Dans ce théâtre, les images scéniques, truffées d'unités sémantiques discrètes, pour reprendre votre vocabulaire, cher William, sont elles-mêmes conçues comme des énigmes qui appellent une interprétation de type allégorique.
Il n'est pas cependant nécessaire d'identifier toutes les références, de décoder toutes les unités sémantiques pour trouver un sens général. Dans Brose, le thème de la violence politique apparaît assez nettement. Il n'est pas nécessaire, par ailleurs, de tout déchiffrer pour prendre plaisir au spectacle. Cette performance, une des plus chorégraphiques de Castellucci à mon sens, peut s'apprécier comme un mouvement de corps et d'images qui se font et se défont, comme une expérience sensorielle et formelle. Mais puisque j'ai parlé de tragique, je voudrais parler rapidement de cet autre matériau que Castellucci aime mettre en scène et qui, avec la Bible, constitue un autre mythe d'origine, le mythe d'origine du théâtre, la tragédie grecque. Dans un entretien en ligne datant de 2021, Castellucci revient sur un cycle de performances intitulé Tragedia Endogonidia, qu'on pourrait traduire par tragédie qui s'auto-engendre. Un cycle de 11 performances sur la tragédie grecque qui ont eu lieu dans 11 villes européennes au début des années 2000. Ces 11 performances sont particulièrement énigmatiques. On y retrouve des signes référant à un imaginaire tragique, la figure du bouc par exemple, le sang surtout encore, mais au milieu d'autres symboles référant à la ville européenne dans laquelle la performance a lieu, et bien sûr à l'histoire de l'art européenne, comme d'habitude chez Castellucci. Vous voyez là une photographie issue de l'épisode de Rome. La scène ici évoque les accords du Latran signés par le Saint-Siège et Mussolini dans une sorte de sombre parodie de célébration religieuse. Le texte support, ici le texte grec de la tragédie, là encore, disparaît sous les images visuelles et sonores, et ici en particulier dans l'épisode de Rome, derrière les mondes de référence chrétiens et fascistes. On retrouve dans ce cycle autour de la tragédie ce que la performance Brose développe à partir du texte biblique, et qui est au cœur, à mon avis, du théâtre de Castellucci, à savoir la mise en scène des rapports entre puissance divine et pouvoir politique, entre le théologique et le politique. Castellucci explique dans cet entretien de 2021 qu'il ne s'agissait pas de faire une restitution philologique des textes tragiques. Ce cycle avait pour ambition, dit-il, de reconstituer non pas la tragédie grecque, mais le tragique, un sentiment qui précède, selon lui, la tragédie et qu'on retrouverait à toutes les époques, aujourd'hui encore. À bien écouter Castellucci, ce n'est donc pas la philosophie d'Échille ou de Sophocle, ce n'est pas l'invisible polythéiste qui est mis en scène, mais un sentiment déshistoricisé, un pessimisme anthropologique, dit-il encore. En réalité, cette philosophie du tragique peut être datée et située. Castellucci cite d'ailleurs dans cet entretien le philosophe et théologien de la pensée juive Franz Rosenzweig, qui développe dans son livre L'Étoile de la Rédemption, un livre écrit durant la Première Guerre mondiale, dans les tranchées en l'espace de 6 mois, le thème du silence tragique et de la constitution du soi dans l'épreuve de la mort. La tragédie grecque est en fait réinterprétée à travers le filtre moderne du tragique, le tragique étant réinjecté après coup dans le texte source, la tragédie. Je rappelle que vous avez montré, cher William, toute la modernité de cette catégorie esthétique et métaphysique de tragique et de ce mot dans le langage courant, en distinguant dans le tombeau d'Édipe entre tragédie grecque et tragique. Je signale aussi sur cette question l'ouvrage de Pierre Judet de Lacombe qui revient sur la fabrique du tragique dans la philosophie idéaliste allemande au XIXe siècle. En mettant en scène l'esprit moderne de la tragédie, le tragique donc, Castellucci actualise en fait un cercle herméneutique inventé au XIXe siècle. Mais il hybride le tragique avec une représentation monothéiste de l'invisible. C'est particulièrement évident dans l'épisode de Rome. Comme le matériau biblique, dans la Tragedia Endogonidia, c'est donc cette mise en scène de la tragédie, le matériau grec sert à réactiver le spectre du théologique, à révéler une transcendance oubliée, comme à manifester la place et la violence de formes religieuses vidées de leur contenu dans l'histoire et dans la société moderne. La tragédie est l'occasion de créer des images
qui fonctionne, là encore, sur le paradigme de la révélation. C'est à même la surface des agents de la performance, dans leur matérialité la plus brute, que se révèle l'invisible. Les signes sont employés pour présentifier une puissance suprahumaine, en même temps que leurs agencements indiquent l'absence de la transcendance qu'ils évoquent. La question du divin ne disparaît donc pas dans cette interprétation, dans cette réinterprétation, dans cette appropriation de la tragédie, mais elle est employée comme prétexte, la tragédie, comme un mythe d'origine, et même comme une coquille vide, pour se voir, pour être revêtue, en fait, d'une forme héritée du monothéisme. Cette mauvaise interprétation de la tragédie, si je puis dire, va donc au-delà du tragique traditionnel ou moderne, puisqu'elle réactive le paradigme de la révélation, puisqu'elle rappelle aussi, même quand c'est sur le mode sombre et parodique, comme dans l'épisode de Rome, cité plus haut, les promesses et les idéaux religieux. Je conclus sur cette première étude de cas scénique. Castellucci actualise en fait le paradigme moderne du théâtre, paradigme selon lequel mettre en scène, c'est transposer un système de signes écrits dans un espace vivant, conçu lui-même sur le modèle du texte, comme un système de signes à déchiffrer. Il s'inscrit dans la tradition de ce théâtre européen qui, depuis la fin du XIXe siècle, a vu l'art de la mise en scène s'autonomiser. À côté de l'écriture dramatique, c'est-à-dire l'écriture du texte de théâtre, s'est imposée ce qu'on a appelé l'écriture scénique, la mise en scène à proprement parler. Sur cette histoire complexe, je mentionnerai l'ouvrage de Roxane Martin, professeure d'histoire et d'esthétique du théâtre à l'Université de Lorraine, donc l'émergence de la notion de mise en scène. Castellucci pousse le processus d'autonomisation de la mise en scène en faisant disparaître le texte derrière les images. La mise en scène, plus qu'une écriture, est une réécriture du texte support, une réappropriation. Elle peut dès lors revêtir, comme toute mise en scène de classique, mais aussi comme toute création contemporaine, un potentiel critique. Alors, je signale d'ailleurs, j'en profite, à propos de la mise en scène des tragédies, la parution prochaine du numéro de théâtre public coordonné par Ezra Baudou, Tiffaine Karsanti et Fiona McIntosh, un numéro intitulé « Matières antiques sur la scène européenne », sur la scène contemporaine européenne, ainsi que le livre à paraître aussi « À quoi sert la tragédie ?» co-dirigé par Tiffaine Karsanti toujours, Claire Le Chevalier et Lucie Thévenet. Castellucci explore, je disais, la fonction critique de la mise en scène en reprenant des matériaux classiques, anciens, mythiques. Ce qui est révélé dans le hiatus entre les matériaux supports et leur mise en scène, c'est l'arrière-monde religieux de la politique moderne et l'oubli de cet arrière-monde. On est là, en effet, dans un type d'interprétation qui embrasse, je l'ai dit, le paradigme de la révélation, mais qui explicite en même temps les origines religieuses du paradigme qui lui sert de cadre dramatique. Aussi, la mise en scène des mythes d'origine de l'Europe, chez Castellucci, a-t-elle une fonction critique au carré. Elle révèle le cadre théologique dont hérite la société moderne et le théâtre qui objective l'arrière-monde de cette société. Deuxième cas, mettre en scène la Terre, refaçonner le cosmos. Qu'en est-il de l'interprétation de l'invisible dans la tragédie grecque, justement ? Jouée au 5e siècle avant notre ère, dans le cadre rituel du festival annuel en l'honneur de Dionysos à Athènes, la tragédie grecque appartient à un monde polythéiste, un monde où il y a des dieux, pour reprendre le titre du beau livre de l'helléniste et philosophe Frédéric Ildefonse, un monde peuplé d'êtres potentiellement divins. L'invisible ne préexiste donc pas à sa manifestation théâtrale sur le même mode que le Dieu chrétien. Faire apparaître l'invisible sur la scène tragique ne consiste pas à immanentiser dans le monde une transcendance extramondaine, mais à actualiser une entité suprahumaine. Les histoires mises en scène étaient connues par le public et on peut penser que le plaisir résidait dans les associations sémantiques nouvelles que pouvait opérer la parole poétique pour faire apparaître l'invisible, dans le cadre d'une suite d'événements
déjà fixés par le destin. Je parlerai du rôle du sol de l'espace théâtral dans la présentification de l'invisible. Lieu d'entrée et de sortie des personnages, espace touché par le pied des acteurs danseurs du chœur, le sol de l'espace scénique peut devenir un embrayeur de la parole. À chaque entrée, le personnage ou le chœur peut faire référence à ce sol. La terre est alors introduite dans l'histoire dramatique et peut devenir l'objet de discours plus développés de la part des personnages ou du chœur. Elle n'est plus seulement un circonstant de l'espace théâtral, extérieur à l'énoncé, elle devient un actant à part entière de l'histoire. Réactivée dans le discours des personnages, parfois sous d'autres noms, la terre a plusieurs noms en grec, Gé, Gaïa, Chthon, la terre devient souvent une terre divine. Les significations, les compétences de cette terre divinisée dépendent chaque fois de la performance. Tantôt c'est la terre qu'on laboure qui est célébrée, tantôt c'est le mythe de la Gaïa cosmique et génératrice, telle qu'elle apparaissait chez le poète Hésiode, qui est réactivée. Tantôt c'est une terre mère divine qui est implorée et qui se confond plus ou moins avec l'espace des morts. Prenons un exemple parmi d'autres tiré de l'Agamemnon d'Échille. Cette pièce raconte le retour du roi Agamemnon dans la cité d'Argos après la guerre de Troie. Agamemnon sera tué par son épouse Clytemnestre, qui se vengera ainsi du sacrifice de leur fille Iphigénie, sacrifice orchestré par Agamemnon à la demande de la déesse Artémis au début de la guerre de Troie. Dès le début de la pièce, le cœur pressent l'arrivée d'un malheur qu'il peine à interpréter. Il apprend ensuite que les Grecs ont remporté la guerre et qu'ils sont sur le retour. C'est dans ce contexte qu'arrive sur la scène un messager, arrivée qui précède celle d'Agamemnon et prépare en quelque sorte le terrain. Ô sol paternel de la terre d'Argos, la lumière des années a brillé 10 fois pour que je vienne à toi. De multiples espérances sont volées en éclats, et je n'en tiens qu'une seule. Car jamais je n'ai cru qu'ici, dans la terre d'Argos, je pourrais, le jour de ma mort, jouir de ma part de la plus aimée des tombes. On a là ici, à mon avis, la trace du caractère performatif du spectacle tragique. L'invocation au sol fait passer sur le plan dramatique la terre sur laquelle vient d'arriver l'acteur. Le sol de la terre d'Argos n'est pas à proprement parler divinisé au début de l'invocation, pas encore, mais il est déjà particularisé, personnifié pourrait-on dire. La terre acquiert une agentivité, une signification aussi. C'est la terre aimée, la terre de naissance qui sera aussi terre de sépulture. La terre réapparaît dans une seconde invocation, tout juste après, qui étoffe, précise et complexifie cette personnification première de la terre. À présent, je te salue, terre, je te salue, lumière du soleil, et Zeus, le plus haut du pays, et toi, le maître Pythien, qui de tes arcs n'envoie plus sur nous tes flèches. C'est Apollon. Près du Scamandre, tu étais trop hostile. Maintenant, sois sauveur et guérisseur, maître Apollon. On retrouve dans cette seconde invocation les éléments de la terre et de la lumière, qui étaient présents dans la première, mais ils sont ici clairement divinisés, ces éléments, par la répétition de l'invocation et parce qu'ils sont tout de suite adjoints les noms de deux entités qui sont des dieux par nature, les deux dieux olympiens, Zeus et Apollon. La terre et la lumière participent avec Zeus et Apollon d'une configuration divine, d'une particularisation du cosmos. Vous voyez dans ce bref passage que c'est par la reprise, par l'ajout de signification que se fabrique progressivement l'invisible. Des entités non humaines, qui ne sont pas des dieux par nature, la terre et la lumière, ici, deviennent, par les moyens de la parole poétique, des divinités. Dans les vers qui suivent, un peu plus loin encore, les éléments qui étaient invoqués sont encore repris, mais pour raconter cette fois la destruction du monde de Troie par Agamemnon. Car le voici, porteur de lumière pour vous dans la nuit et la dispensant à tous ceux d'ici, le prince Agamemnon. Accueillez le bien, dans la joie comme il convient, celui qui a rasé Troie avec la houe de Zeus, porteur de justice. Par elle, le sol a été labouré. Les autels sont devenus invisibles et les statues des dieux, et la semence de toute la terre a été détruite.
À partir de l'annonce de l'arrivée d'Agamemnon porteur de lumière à Argos est rappelée la terre de laquelle il arrive, la terre de Troie cette fois-ci, détruite par le roi avec le soutien de Zeus. Ce n'est pas le même mot, ce n'est pas le mot chtone qui apparaît d'abord pour désigner la terre de Troie, mais le terme pédone qui signifie la terre en tant que surface. C'est bien le terme chtone, par contre, qui signifie la terre, qu'on retrouve à la fin de l'extrait. Le nom d'Apollon n'apparaît pas dans la traduction que je viens de lire, mais il n'a pas pour autant disparu du texte grec. Le terme employé pour signifier la destruction en grec est le verbe exapolumi, qui signifie détruire, et qui rappelle, vous l'entendez, le nom d'Apollon. Ce jeu de mots entre le verbe apolumi, détruire, et le nom d'Apollon, il sera explicité plus tard dans la pièce, dans la scène fameuse de Cassandre, en proie au délire prophétique, qui fera résonner dans l'espace du théâtre la parenté phonique entre le nom d'Apollon, le dieu dont elle est la prêtresse, et le verbe apolumi, détruire. Le jeu de mots n'est pas explicité dans le récit du messager que je viens de lire, mais on pourrait imaginer que la sonorité du verbe ici suggère la présence d'Apollon. Vous voyez le plaisir de l'interprétation de l'helléniste qui voit à la lecture et qui imagine à la lecture les effets de ces parentés phoniques. L'interprétation de l'invisible, suggérée ici par la proximité entre le nom d'Apollon et le verbe détruire, apolumi, n'est pas un cas isolé, et la tragédie repose bien souvent sur de tels jeux de mots. Le plus connu est cette parenté phonique entre oidipus, le nom d'Oedipe, et oida, le verbe savoir. Je reviens au texte. Dans ce dernier passage, on retrouve donc les mêmes éléments. La lumière, la terre, Zeus et Apollon, sous une autre forme. On les retrouve non pas de façon symétrique, et il ne faut pas forcément rechercher une symétrie, mais comme par analogie et par association, ils sont repris pour décrire un cosmos parallèle, le cosmos ennemi de Troie. Et ce monde parallèle rappelle la puissance destructrice des dieux. Zeus et Apollon, destructeurs à Troie, peuvent l'être aussi à nouveau à Argos. Agamemnon, soutenu par les dieux, peut être aussi soumis au sort inverse. Cette interprétation, elle n'est pas glosée dans le texte que je lis ici, elle n'est pas explicitée par le personnage du messager, mais c'est une interprétation qu'on pourrait imaginer que le public se fait. Le thème de la destruction de la terre troyenne, en tout cas, intensifie l'attente de l'événement funeste sur le plan du drame, le meurtre d'Agamemnon, celui qui a versé le sang de sa fille et versé le sang troyen, celui qui détruit les semences. Destin mortel d'un roi grec que le public connaît déjà. Dans ce contexte cosmologique et divin, dont le point de départ de la description était, je le rappelle, l'arrivée du messager sur la scène, l'annonce de l'arrivée d'Agamemnon à Argos est aussi l'annonce de sa mort, le rappel de son destin. Troisième cas, mettre en scène des êtres entre ciel et terre, réenchanter le monde. Je serai encore plus brève. Le théâtre tragique n'est pas le seul théâtre, bien sûr, à reposer sur le mode de la présentification, sur ce qu'on pourrait appeler le paradigme de présentification, et qu'on peut distinguer de celui de la révélation. Dans certaines formes scéniques contemporaines, en particulier dans les spectacles où le régime figuratif est principalement performatif et non réaliste, c'est-à-dire dans des spectacles qui ne visent pas à reproduire le réel, ainsi les spectacles de danse, l'invisible ne correspond pas à une vérité que la mise en scène dévoilerait. La mise en scène se présente plutôt comme le lieu d'activation, de mise en relation avec des êtres qui apparaissent progressivement. Je voudrais vous parler brièvement du spectacle Encantado de la chorégraphe brésilienne Lia Rodrigues, un spectacle joué en 2021 à Paris. Un spectacle créé pendant la période du Covid, lui aussi, comme celui de Castellucci, dont j'ai parlé au début. Le titre signifie « enchanté », et c'est bien un monde scénique enchanté qui nous est donné à voir. Le spectacle s'ouvre sur une scène qui prépare l'espace de la performance. Les interprètes, nus et en silence, habillent le sol de tissus multicolores, bariolés ou unis, des tapis bon marché. Ils pénètrent tour à tour dans les tissus jonchant le sol, ils s'y cachent, ils s'y enroulent, toujours très lentement.
Cette étape de préparation, lent échauffement du plateau, échauffe aussi les corps dans la salle. La vision du toucher agit sur nous. On prend plaisir à regarder ces corps s'immiscer délicatement, sensuellement même, dans ces tissus polychromes. Voir le toucher, le glissement des peaux dans les étoffes, crée l'impression d'être touché soi-même ou de toucher soi-même. L'effleurement des tissus devient caresse enveloppante. Les interprètes dénudent ensuite le plateau. La préparation de l'espace scénique met en place les conditions matérielles de l'apparition d'entités hybrides, mi-humaines, mi-étoffes, qui vont enchanter pendant 1 heure environ le public. Les danseurs et les danseuses manipuleront les étoffes, s'habilleront avec, moitié nus, moitié vêtus, composeront des figures, seules ou à plusieurs, dans le mouvement continu d'un défilé et du travestissement. Quelques images de ces figures enchantées et enchanteuses. Ces êtres qui s'exposent, admirables et joyeux, on apprend par le programme du spectacle qu'il s'agit des Enchantados, des êtres de la mythologie afro-amérindienne vivant entre les cieux et la terre. Cette performance, plaisir pour les yeux et pour le corps, fonctionne comme un dispositif d'activation des sens. Mais cela ne signifie pas qu'elle suspende la question du sens. Alors, je reprends cette expression, suspendre la question du sens, à Frédéric Ildefonse, que je cite encore une fois, et qu'il emploie pour qualifier les effets du rituel, à savoir suspendre la tyrannie de devoir donner sens. Le spectacle de Lia Rodriguez n'est pas rituel, il n'est pas du moins performé dans un contexte religieux rituel. Il s'agit d'une reprise et tout à la fois d'une interprétation, d'une réappropriation plutôt, dans le cadre d'une fiction spectaculaire, d'une mythologie existante. La perspective est en fait discrètement, doublement politique, de façon interne et externe. Il s'agissait au départ, apprend-on dans le programme du spectacle, de réenchanter le monde des interprètes, ce Brésil frappé par le Covid et par la politique mortifère du président Bolsonaro. Il s'agit d'autre part, on le comprend, de peupler d'autres invisibles le cosmos, de redonner place à des êtres invisibilisés, de les porter donc à la connaissance d'un public européen, même si ces invisibles sont en fait réinventés, fictionnalisés. La situation politique, la réalité des inégalités sociales, tout comme les lectures écologiques, décoloniales et féministes, informent et animent ce travail. La lecture politique, cependant, n'est pas ostensible. On le comprend surtout en lisant les documents annexes au spectacle, les programmes et les entretiens, et on peut sans doute tout à fait passer à côté d'elle et réduire le spectacle à une expérience purement formelle, détachée de la question de l'invisible. D'autant plus que ce spectacle est pensé pour être joué sur la scène européenne et qu'il s'inscrit dans les codes de la danse contemporaine. Lia Rodriguez a d'ailleurs été formée en partie en France et elle a collaboré avec la chorégraphe Maggie Marin. Que peut-on dire à l'issue de ce parcours, ce passage en revue, de différents cas scéniques, sur la mise en scène comme interprétation? Lia Rodriguez repeuple le cosmos d'autres invisibles, des invisibles non monothéistes ou non modernes. Elle invite, au-delà du plaisir des sens, à voir dans les formes qui apparaissent sur la scène les êtres invisibles du Brésil et avec eux les terres et la culture détruites par la modernisation. Cette interprétation chorégraphique et politique témoigne, depuis le monde extra-européen, d'une volonté de transformer le rapport à l'invisible, dont témoigne aussi, depuis le monde européen, le théâtre de Castellucci, à mon sens. Castellucci le fait en ramenant Dieu sur la scène, dans un théâtre qui explicite le paradigme de la révélation qui sous-tend le rapport moderne au texte et aux images. Il met le doigt sur le point sensible de la modernité, la place de Dieu, sur les formes religieuses dont pourtant cette société moderne hérite. Figurer le spectre du pouvoir théologique devient un moyen de conjurer l'oubli d'une puissance extérieure à l'humain et dont se nourrit la tyrannie. Pourtant, la mise en scène ne consiste pas seulement à révéler une vérité dont les textes mythiques, bibliques ou grecs, réappropriés, seraient déjà porteurs. La mise en scène génère aussi des effets de présence
Et comme chez Lia Rodriguez, elle est aussi une expérience sensorielle, principalement visuelle et sonore. Une expérience aussi profondément imaginaire, au sens où elle stimule l'activité de l'imagination, où elle touche ce que Castellucci appelle le 5e mur, l'écran mental du spectateur ou de la spectatrice. Chez Lia Rodriguez, il n'y a pas de révélation au sens chrétien, mais la présentification des êtres n'est pas pour autant dénuée de signification et elle est bien porteuse d'un message. Il ne s'agit pas seulement de présentifier l'invisible, mais de militer en présentifiant des invisibles non européens, quoique fictionnalisés et réappropriés. Ce ne sont pas la Bible, la tragédie grecque, Rosenzweig et Beckett qui sont réinterprétés, quoique Beckett soit une référence commune à Castellucci et Lia Rodriguez, mais pas dans le cadre de la performance citée, mais c'est la mythologie afro-amérindienne, relue en partie à travers le filtre de lecture issue des sciences sociales contemporaines qui est donné à voir sur la scène. Réinterpréter sur la scène des formes religieuses ou mythiques invisibilisées, réenchanter autrement dit le monde moderne, tel est bien le point commun, à mon sens, entre les mises en scène de Castellucci et de Lia Rodriguez. De façon pessimiste, cependant, chez le premier, dans le monde gris de Brose, et de façon optimiste, dans un monde où se déploient les couleurs, chez la seconde. Je rappelle que les deux performances ont été créées pendant la période du Covid. Elles sont aussi le symptôme et la réponse aux besoins de mythes dans le contexte de mutation climatique qui est le nôtre. Comme dans la tragédie grecque, ces deux mises en scène de l'invisible ne reposent pas sur la pure invention de personnages. Elles sont aussi des reprises, des déformations plus ou moins grandes de matériaux préexistants, qui ont pour effet, par leur hybridation avec d'autres matériaux, modernes ou contemporains, par leur insertion dans un enchaînement choisi d'actions, de resémantiser des réalités religieuses existantes, de les redynamiser. La tragédie grecque est le lieu où se fabrique du divin. Le médium, cependant, de cette fabrication est principalement verbal, poético-musical. La terre, la lumière, Zeus et Apollon ne sont pas figurés directement par des acteurs en costume, ils sont présentifiés indirectement à travers l'invocation et le récit du messager. À l'aune des performances contemporaines qui particularisent et nous invitent à voir l'invisible, on voit bien comment on pourrait hériter autrement de la tragédie grecque, en faire autre chose qu'une référence, autre chose que le miroir de la modernité. On peut la relire en prêtant attention à ce point aveugle sur lequel Castellucci et Lia Rodriguez attirent notre attention et l'interpréter comme une forme particulière de rapport à l'invisible. Le déplacement entre ces trois formes scéniques, antiques et contemporaines, européennes et extra-européennes, des formes situées aux extrémités de la modernité, qu'elles en fassent la critique parce qu'elles en héritent, comme chez Castellucci et Lia Rodriguez, ou qu'elles en soient éloignées dans le temps comme la tragédie grecque, ce déplacement invite à réfléchir au mode de vérité propre à l'interprétation théâtrale. À partir de la question de l'invisible, on a vu que mettre en scène, c'était nécessairement reprendre et déformer, refigurer et resémantiser. Que le mode d'apparition de l'invisible soit celui de la révélation d'une vérité posée comme préexistante ou de la présentification d'une entité virtuelle. On pourrait dire dès lors que mettre en scène, c'est ma proposition, c'est expliquer au sens que ce verbe a en latin, c'est-à-dire déplier, à partir de la reprise de mythologies existantes, des formes potentielles de l'invisible. Je vous remercie. Merci, chère Déborah, pour ce discours qui vient en quelque sorte faire dans ce cours sur la lecture, là aussi ce pas de côté que pratiquent les metteurs en scène dont tu as parlé, c'est-à-dire, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans ce propos,
à savoir que c'est juste le pas de côté qui va permettre de comprendre quelque chose d'autrement qui pourrait se dérober. Vous disiez que le metteur en scène, en fait, il explicite, il déplie des choses qui étaient à l'intérieur de l'invisible. Il déploie l'invisible pour faire sortir des images. J'aurais employé une image un peu différente, à savoir qui me fait penser en fait à un philosophe américain, Peirce, hein, le sémiologue, l'inventeur de la sémiotique, dont ma collègue ici, Claudine Tiercelin, est une grande spécialiste. Peirce dit qu'en fait, quand on veut, le principe même du signe, c'est qu'il a toujours, le signe fait un lien, c'est un objet, c'est un mot, un discours, peu importe, qui est là, qui fait allusion à quelque chose, qu'on peut appeler le référent. Mais le lien entre ce signe et le référent, il est toujours explicitable par ce que Peirce appelle l'interprétant. Et donc il y a toujours un tiers qui est un autre discours, un autre signe en fait, qui va faire le lien entre le signe lui-même et ce à quoi le signe fait référence. Mais cet interprétant lui-même est peut-être toujours l'objet d'un autre interprétant, parce que c'est un signe lui aussi, qu'il faut interpréter à son tour. Et donc, chaque interprétant suppose ou peut donner lieu à un autre interprétant. C'est un peu ce qui se passe, me semble-t-il, chez les metteurs en scène dont tu as parlé. Les images étaient quand même magnifiques. On peut revenir sur Romeo Castellucci, mais voilà, ce fil rouge qui était le tien ou le vôtre, je ne sais pas si on se tutoie, on se voit, donc voilà, c'est vrai, mais bon, je vais rester sur le vouvoiement, mais qui devient de moins en moins naturel. Le fil rouge qui était le vôtre, c'était celui de l'invisible, à savoir qu'il s'agit de montrer quelque chose qui, par définition, ne peut pas être montré. Donc, il va falloir trouver un moyen de présenter cela. Et alors, Castellucci, il emploie ce que vous avez très bien montré, c'est-à-dire un tiers, un interprétant, qui va être le tableau, par exemple. Un tableau. Il y a ce côté du tableau vivant, qui correspond à une longue tradition du théâtre depuis le XVIIIe siècle, au XIXe, mais que Castellucci en fait comme étant, il la ressuscite, cette tradition, pour représenter de grands tableaux classiques, bien connus des musées, comme étant là aussi une manière de déporter le regard et de déporter l'interprétation. Est-ce que cette manière de voir les choses comme le tableau, c'est quand même un peu étrange. On est au théâtre et on nous montre, au lieu de nous montrer du jeu, on nous montre des tableaux. Est-ce que c'est pas une manière là aussi de déporter le regard pour trouver quelque chose qui est un autre système de signes qui va servir à présenter cet invisible? Est-ce que c'est... Oui, tout à fait, mais je crois qu'il y a aussi l'idée de s'inscrire dans une histoire, l'utilisation des tableaux vivants, parce que j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que les personnages se figent évidemment quand ils reproduisent les tableaux, et les tableaux s'enchaînent, se succèdent, donc on a cette alternance entre images fixes et images en mouvement. C'est presque aussi en creux une histoire de passage d'un médium, enfin on voit presque le cinéma arriver, le fantôme du cinéma presque dans cette performance-là. Mais je crois aussi que ce que je cherchais à mettre en évidence, c'est que il y a une sorte de réalité ontologique, quoi. Il y a vraiment une sorte c'est pour ça que je parlais d'être. Il y a quelque chose qui se passe dans le spectacle, d'une expérience, d'un type de présence, mais le terme est trop chargé pour l'employer, qui dépasse justement cette simple expérience de déchiffrement et de reconnaissance des signes. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut faire comme expérience seulement dans la salle du spectacle, ou en tout cas que l'on voit, que l'on ressent beaucoup plus quand on est dans la salle. Et c'est là où l'interprétant, enfin le public en tout cas, n'est pas seulement un exégète, mais est amené à faire l'expérience de cette transcendance chez Castellucci. Donc voilà, c'est cette réalité matérielle-là
qui me semble commune aussi aux deux spectacles contemporains. À ce propos, il y a quelque chose de très, très important, je crois que vous avez dit tout à l'heure, en parlant du spectacle de Lia Rodriguez, Cantando, à savoir, et c'était très, très juste que ça a évoqué des choses que nous avons vues au cours de ce cours de 2 ans sur la lecture. C'est la capacité du spectateur à se projeter dans les sensations qui sont celles des danseurs, en l'occurrence nus, qui s'enroulent dans les tapis, dans les étoffes, et qui, donc, il y a cette capacité d'empathie et de se mettre à la place d'eux, et de se mettre à la place d'un personnage, comme on peut le faire quand on lit un roman, quand on lit une histoire, ou une incapacité. Ça peut, comme tout à l'heure, je parlais de cette lectrice imprévue qui avait du mal précisément à se projeter. Mais cette capacité de projection, au bout du compte, c'est quelque chose qui fonctionne aussi bien, semble-t-il, ou je me trompe, pour un livre que pour un spectacle. Moi, je dirais non, mais je pense qu'on est beaucoup plus impliqué dans un... En tout cas, comment dire en fait, il n'y a pas seulement la projection, justement, peut-être dans un spectacle, et surtout avec ce type de performance contemporaine. C'est difficile, cette question de l'expérience de la lecture et de l'expérience du spectacle, c'est quelque chose... Enfin, j'y réfléchis beaucoup. Et au cinéma aussi, l'expérience du spectateur au cinéma. Il me semble qu'au théâtre, il y a une implication imprévue aussi par le dispositif scénique. Il y a ce qui est programmé par le spectacle, ce qui est anticipé par lui, mais il y a toujours quelque chose qui déborde en quelque sorte de l'expérience fictionnelle qui nous est proposée, qui n'est justement pas que fictionnelle. Il y a ce qui déborde des images qui sont proposées, et là je crois que c'est quelque chose qui diffère de l'expérience de lecture. On n'est pas seulement dans la projection des actions qui sont représentées sous nos yeux, mais il y a aussi l'expérience de la lumière, du son, des interactions en fait, oui, c'est ça, des rencontres entre ces différents médiums, entre les différentes composantes de la performance. Et cette expérience cosmique presque, ça, il me semble que c'est très propre au théâtre, au spectacle en tout cas. C'est-à-dire qu'il y aurait une sorte de continuum entre l'expérience que font les acteurs, danseurs, et ce qui se passe pour les spectateurs, qui sont pris dans la même... Oui. Ça dépend du type de salle aussi. Ça dépend du type de salle, ça dépend du régime figuratif adopté. Je pense que cette continuité, elle est particulièrement travaillée, pensée, anticipée, et donc elle fonctionne d'autant plus, d'autant mieux, dans des mises en scène très contemporaines, qui sont performatives, et qui justement... sont même au-delà du 4e mur, c'est-à-dire ne se pose même plus la question du 4e mur, comment le briser ou ne pas le briser, mais directement, même en adoptant même en représentant une fiction, même en adoptant un dispositif fictionnel, effectivement joue sur l'expérience sensorielle du public. Et donc, une sorte de polarisation que j'avais l'intention de formuler, mais qui était fausse, justement, vous allez me dire si elle est fausse, entre les deux exemples extrêmes de votre exposé, puisqu'au centre, il y avait le texte et la présence d'un invisible par le biais de jeux de mots, en quelque sorte, de la sonorité, des mots à Paul Lutaille, à Paul Lumi, qui peut faire référence à Apollon. Donc ça, c'est une sorte d'invisible qui est présent par le sonore. Mais il me semblait que avec d'un côté Romeo Castellucci et de l'autre Lia Rodriguez, on avait deux pôles possibles de représentation. On avait d'un côté le pôle, j'allais dire, apollinien, pour reprendre le terme nietzschéen, c'est-à-dire quelque chose, une beauté pure, parce qu'il faut dire que les spectacles de Castellucci sont souvent des choses qui se présentent comme d'une beauté mais extrême, parfaite. Moi je me souviens d'un Édith Proie que j'avais vu à Berlin par Castellucci. Je crois que c'est le plus beau spectacle, la plus belle mise en scène que j'ai jamais vue de ma vie. Ça, vraiment, l'idée c'était de créer le sentiment de la beauté, même si à la fin ça se terminait par quelque chose qui était beaucoup plus magmatique. Mais enfin, il y avait vraiment des tableaux qui étaient d'une beauté mais
sidérante. On est comme ça, époustouflé, avec une beauté qui, c'est beau être apollinien, ça vous transforme aussi. Hein, donc c'est pas. Et donc il y a déjà le lien. Et puis l'autre, Lilia Rodriguez, c'est plutôt du côté de nietzschéen, dionysiaque, je veux dire, c'est-à-dire qu'on est emporté dans le mouvement, dans les sensations, et qu'on éprouve l'ivresse du mouvement. Est-ce que c'est ainsi que vous verriez ces deux types de mise en scène comme vraiment deux types complémentaires, ou est-ce que je durcis un peu trop les oppositions? On pourrait dire qu'il y a une dominante dans chaque cas, même si à chaque fois la dialectique apollinien-dionysiaque se produit. Dans Brose, par exemple, cette alternance entre fixité et mouvement rejoue déjà elle-même la tension entre apollinien et dionysiaque, si on emploie ces catégories-là. Et puis, il y a ce qui se passe après le spectacle. C'est-à-dire que c'est vrai que pour le spectacle de Lilia Rodriguez, le dionysiaque, l'ivresse, on la ressent immédiatement. C'est une quasi-transe, même, qu'on éprouve face au spectacle. Mais il y a l'après. Et peut-être que l'après est beaucoup moins dionysiaque. Peut-être que ce qui reste, justement, c'est la puissance de la couleur des étoffes, quelque chose qui est peut-être plus de l'ordre de l'image. Alors que chez Castellucci, en tout cas dans mon expérience de Brose, c'est presque l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que ce qui me reste, c'est pas forcément les tableaux, mais plutôt un espèce de mouvement permanent, d'un imaginaire ou d'images qui se transforment. Donc là, on serait plutôt du côté du dionysiaque. Donc le spectacle en lui-même, oui, peut-être que Brose est apollinien et Rodriguez est du côté du dionysiaque, mais dans l'après de la représentation, puisqu'on continue de vivre aussi avec les spectacles qui se transforment en nous, et bien là, peut-être que ça s'inverse. C'est vrai, dans les spectacles de Castellucci, il y a effectivement des tableaux très statiques, mais l'important, j'allais vous oublier, vous faites bien de le rappeler, c'est aussi comment on passe d'un tableau à un autre. Et c'est ce que disait Paul Valéry. L'important dans un poème, c'est moins les vers que comment on passe d'un vers à l'autre, c'est-à-dire la modulation. C'est le gros travail du poète, c'est la modulation. Chez Castellucci, je pense qu'il y a aussi un gros travail de modulation, parce qu'il y a des tableaux très différents, il faut passer d'un tableau à l'autre, et ça peut être assez impressionnant. Une dernière question. Peut-être, en fait, la question que j'avais un peu derrière la tête en vous demandant de travailler là-dessus, c'est est-ce que le travail du metteur en scène est un peu un travail d'interprétation, alors qui est aussi soumis à l'interprétation du lecteur, enfin du spectateur, je veux dire, à savoir donc le spectateur doit interpréter, le comprendre, en faire sens, mais le metteur en scène lui aussi, vous l'avez dit, interprète ou essaie de faire sens de quelque chose qui est alors l'invisible. Mais est-ce que ce travail est différent pour le metteur en scène lorsqu'il met en scène un texte préexistant, par exemple une tragédie grecque, Agamemnon ou autre, ou lorsque il s'agit d'un spectacle sans texte préexistant, un spectacle plus d'écriture de plateau, je ne sais pas comment on pourrait dire. Est-ce que Castellucci qui fait les deux, il fait des mises en scène de spectacles écrits, déjà de textes, et puis il crée aussi des spectacles différents. Est-ce qu'il y a des différences dans sa manière de... Est-ce qu'il est plus libre lorsqu'il est sans texte? J'ai l'impression que du côté de Castellucci, les matériaux bibliques et grecs, en fait, il a son référentiel qui est à chaque fois réactivé. Donc il me semble que peu importe finalement s'il s'agit d'une mise en scène classique ou d'une création, ces matériaux vont réapparaître à un moment donné. Ou plutôt, je dirais qu'il a des sortes de catégories métaphysiques comme le tragique, comme une certaine idée du théologico-politique, qui est très informé par ses lectures modernes, ses lectures de sciences sociales aussi. Et ça, on retrouve ces matériaux-là, ces grilles de lecture, en fait, dans une création ou dans une mise en scène de classique. Mais il est vrai que dans les mises en scène de classique, il me semble qu'il y a quelque chose, une opération assez intéressante et assez magique. Il est contraint de tirer, puisqu'il va le transformer en image, presque la substantifique moelle d'une œuvre. Donc, effectivement, le thème qu'il va trouver, qu'il va déceler dans l'œuvre, on va l'avoir
va être beaucoup plus présent dans la mise en scène du classique en question. Mais je crois qu'on retrouve quand même le même référentiel presque à chaque fois. Voilà. C'est ce que je dirais. Le créateur comme interprète d'un monde intérieur, en fait, d'un monde de références qu'il a déjà en lui. Il y a de ça. Il y a une façon de réactiver effectivement ces figures, son Beckett, ces figures prophétiques, oui. En tout cas, on sent qu'elles sont présentes. Et cette idée du tragique, surtout, je pense aussi, ce paradigme de la révélation guide complètement la création, que ce soit une création ou une mise en scène de classique. Je pense qu'on peut terminer sur cette idée. Toute création est lecture, en quelque sorte. Merci. Merci à vous.